toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour notre 4e rencontre pour recevoir les finalistes de nos prix Libraires en scène. Alors aujourd'hui, nous recevons Koloum Makane, qui est l'auteur de Apérogon, publié aux éditions Belfond. Pour l'interroger, nous recevrons donc Anne Burzinski. Anne est libraire à la librairie d'écriture à Vaucresson. Elle n'est pas que libraire, elle est également blogueuse littéraire, donc vous pouvez retrouver toutes ses chroniques sur les réseaux sociaux sous le nom de Les États d'Anne. Et puis avec nous, Caroline Ast, qui est l'éditrice de Koloum Makane aux éditions Belfond, qui le connaît très bien, je crois, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, et qui nous fait la grande gentillesse ce soir de nous assurer l'interprétariat, la traduction de ce que Koloum va nous dire. Koloum, vous êtes né à Berlin, donc vous êtes irlandais, vous avez grandi auprès de parents aimants qui vous ont donné le goût des livres et le goût du journalisme. Et en fait, à l'âge de 9 ans, ai-je découvert, vous avez rédigé pour l'école une rédaction où on vous demandait d'écrire sur quelqu'un ou quelque chose qui vous tenait énormément à cœur, et vous avez décidé d'écrire sur votre grand-père qui vous avait raconté son histoire et qui vous avait raconté ses combats, l'IRA, la guerre d'Espagne, la guerre civile, et vous avez raconté ça et vous dites que c'est en écrivant ça que vous avez décidé que vous vouliez devenir écrivain, tellement le sentiment que vous aviez eu en l'écrivant vous avez plu. Alors, moyennant quoi, vous êtes quand même entré dans une école de journalisme à la fin de vos études et vous avez commencé votre carrière en étant journaliste. Et puis, à l'âge de 21 ans, vous vous êtes lancé, vous avez décidé d'écrire. Pour ça, vous êtes parti en Amérique. Et pour nourrir vos écrits, en fait, vous êtes parti à travers l'Amérique que vous avez traversé de long en large, armé d'un vélo. Et vous avez enchaîné les petits jobs un peu partout et vous avez surtout rencontré énormément de personnes avec qui vous avez discuté et que vous avez écouté. Et en fait, ce sont les histoires de ces gens qui ont nourri vos récits et qui continuent, on le sait quand on a lu vos livres, que ça continue à nourrir tous vos récits. Et donc en 1995, on a eu le droit à votre premier roman, Le chant du coyote, et depuis, vous n'avez pas arrêté pour évidemment notre plus grand plaisir à tous. Alors, Koloum, vous êtes donc aujourd'hui l'auteur de 7 romans donc, qui sont connus. Il y a Danseur, Les saisons de la nuit, Zoli, qui est magnifique. C'est par celui-ci que je vous ai connu, c'est pour ça que j'ai une petite émotion quand je dis Zoli. Voilà, Lettre à un jeune auteur, Les saisons de la nuit. Et vous êtes également l'auteur de 3 recueils de nouvelles, dont une qui a été adaptée au cinéma d'ailleurs. Et vous avez également dirigé une anthologie pour votre association qui réunit des jeunes du monde entier. L'idée est qu'ils discutent entre eux et qu'ils se racontent leurs histoires. Et pour aider cette association, vous avez réuni 75 auteurs de renommée internationale et vous leur avez demandé de répondre à une question, c'est quoi être un homme? Et donc, vous avez édité ce recueil il y a quelques années. Voilà, en France, vous êtes suivi de très très près évidemment par nos lecteurs, également par les libraires qui vous aiment tout particulièrement. Vous êtes publié aux éditions Belfond depuis le début et vos ouvrages paraissent en format poche aux éditions 10-18 depuis le début aussi, si je ne dis pas d'ânerie, Caroline. C'est ça. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, Koloum, après l'Amérique, vous êtes quand même allé vivre un petit peu au Japon, 1 ou 2 ans, et puis vous êtes revenu en Amérique où vous vivez aujourd'hui à New York en famille avec votre femme et vos enfants. Vous y enseignez l'écriture narrative au Hunter College de New York et donc vous avez créé votre association Narrative Fort dont on a déjà parlé. Alors, vous êtes bardé j'allais dire de diplômes, de récompenses, et de titres un peu partout dans tous les pays du monde. Alors, vous avez évidemment reçu le National Book Award pour, alors le titre, j'écorche toujours le titre quand il faut que je le dise devant des gens. Ça y est, Que voilà. le vaste monde poursuive sa course folle. Caroline, donc là, qui est le roman qui vous a apporté la notoriété qui ne vous a pas quitté depuis d'ailleurs. Donc vous avez le National Book Award, beaucoup d'autres récompenses. Vous êtes membre de la Irish Academy, vous êtes membre
de l'Académie américaine des arts et des lettres. En France, vous avez reçu le prix du Festival de cinéma américain de Deauville. Vous avez été élu meilleur livre, vous avez reçu beaucoup de prix, vous avez gagné, je crois, pas mal de prix littéraires. Et en 2009, vous avez été décoré de l'Ordre des arts et des lettres en France au grade de chevalier. Il y a peu d'écrivains et peu d'artistes étrangers qui ont eu cette récompense en France. Donc, vous êtes à côté de Salman Rushdie ou de Julian Barnes à ce titre-là. Voilà, enfin, pour compléter ce parcours assez impressionnant, le cinéma vous fait un petit peu de l'œil, hein, puisque J.J. Abrams avait acheté les droits et le Du Caroline. vaste monde. Et tout récemment, les droits de Apeirogon ont été achetés en toute humilité par Steven Spielberg. Donc voilà, donc on ne peut que s'en réjouir. Vous n'êtes pas novice, donc puisque vous aviez été nominé aux Oscars lorsque votre nouvelle avait été adaptée par Gary McKendry, la nouvelle qui était ailleurs en ce pays. Voilà, donc bravo. Quel auteur êtes-vous? Pourquoi est-ce qu'on vous aime tant? Eh bien, je crois, je ne veux pas parler à la place de tout le monde, mais depuis vos débuts, votre besoin absolu est de vous confronter à la réalité, d'aller auprès des gens et de raconter la vie, de raconter les gens. Vous êtes une sorte d'explorateur et vous nous offrez des romans absolument merveilleux, bouleversants grâce à ça. Et puis, vous êtes allé dans un camp de Tziganes avant d'écrire The Livre, vous avez côtoyé des SDF pour écrire Les Saisons de la nuit. Donc voilà, c'est ça qu'on aime beaucoup dans vos romans, qui sont empreints d'une certaine noirceur. Vous portez un regard sombre sur l'état du monde. Et pourtant, dans vos romans, il y a une lumière qui nous donne envie d'avoir foi en l'humanité. Et pour ça, on vous remercie parce que chacun de vos romans est une espèce de petit miracle qui nous arrive et qui nous fait extrêmement plaisir. Yasmine Char, qui est une auteure qui vous a rencontré, je crois, dit de vous tout simplement, après l'avoir lu, on ne se sent plus seul. Et je crois qu'on peut tous être d'accord avec elle. Alors, Colum McCann, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Et je vais vous laisser avec Anne pour converser autour de votre incroyable livre à tout point de vue, Apeirogon. Merci beaucoup à vous. Eh ben, je prends le relais. Donc, comme tu disais, une luminosité incroyable, une humanité à fleur de peau, j'aurais clairement pas dit mieux. Et donc, moi, je vais vous parler d'Apeirogon, donc le dernier né de la famille, en fait, la dernière pépite, en fait, de Colum McCann. Et alors, Apeirogon, moi, je le dis à tous mes clients, je le dis à ma famille, je le dis à mes amis. Enfin, ils me disent, mais on entend ce mot tout le temps, c'est devenu presque une blague, en fait, pour eux, parce que enfin, voilà, je suis un peu presque obsessionnelle. Mais pour moi, Apeirogon, c'est vrai que alors, je le disais en ces termes à mes clients et ça les faisait sourire. Pour moi, c'était le livre de l'année 2020. C'est aussi le livre de la décennie. Ça peut être vraiment même carrément plus que ça. Pour moi, c'est un livre qui va rester. Quand je le conseillais à mes clients, je leur disais, c'est pas juste pour maintenant, c'est pour toujours. En fait, c'est ce genre de livre. On en parle parce qu'il vient de sortir, mais on en parlera toujours. Et même dans 10 ans, même plus tard, c'est vraiment un chef-d'œuvre, en fait, réellement. Enfin, voilà, c'est un livre qui mérite aussi tout ce qu'on est en train de faire autour de lui, parce que voilà, c'est de ce type de livre qui sera du fond, en fait, et qui nous restera toujours au cœur et qui aura toujours une place particulière. Et donc, il est paru en août 2020 chez Belfond avec une traduction de Clément Baude. Et alors, de quoi il s'agit? C'est vrai que déjà, rien que le titre, on est tout de suite un petit peu interloqué, un peu interpellé. De toute façon, on reviendra là-dessus. Pourquoi Apeirogon? Ne vous inquiétez pas. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que quelle est l'intrigue, en fait, de quoi on nous parle? Qu'est-ce qu'Apeirogon? Alors, Apeirogon, c'est un roman quelque part un peu hybride qui va nous parler, enfin, au cœur de ce livre se trouvent Bassam et Rami, qui sont deux hommes, l'un israélien, l'autre palestinien, qui existent vraiment et qui sont en vie actuellement. Donc, c'est quand même assez fort. Ce sont des personnages qui sont en fait des personnes et des personnes actuelles.
Donc, ils sont au cœur de ce roman. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les deux perdu une fille en victime collatérale du conflit. Depuis, ils sont devenus amis et ils font partie d'une association qui s'appelle Combatants for Peace, qui a vraiment cette volonté en fait d'avancer vers l'autre, d'essayer de se sortir de cette impasse, de marcher vers la paix, évidemment. Donc, ce sont des personnages qui sont déjà la force du propos, déjà, on la sent, effectivement, c'est aussi cet engagement. Donc, ils sont au cœur de ce livre, évidemment, mais on ne va pas parler seulement d'eux parce que la construction même du livre, dont on parlera tout à l'heure, cet apérogon fait qu'on va parler d'eux et qu'on va parler de plein d'autres choses en même temps, qu'on va vous parler d'humanité, qu'on va avoir des passages où on parlera d'eux. En fait, sont si vous voulez, la construction du livre, c'est vraiment par paragraphe numéroté. Donc, au départ, c'est très déroutant. Moi, je le dis toujours à mes clients, au départ, ça va un petit peu vous dérouter. Vous allez devoir vous installer dans ce livre. Peut-être que vous allez vous dire, mais dans quoi je mets les pieds ? Mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes à la maison et c'est splendide. Il y a juste ce moment voilà, où on rentre dans ce récit, donc, où on nous parle de Bassam et Rami, mais de plein d'autres choses. On va vous parler d'anecdotes historiques, d'anecdotes même ornithologiques. Et à chaque fois, symboliquement, ça donne encore plus de sens à l'histoire centrale du livre, en fait. Donc ça, on en reparlera sur la structure. On aura beaucoup de choses à dire. On vous dira aussi ce qu'est l'apérogon, en l'occurrence. Ce que j'aimerais vous demander, en fait, pour commencer déjà, c'est de parler de la genèse de l'œuvre, quelque part, donc à savoir comment vous avez découvert l'histoire de Bassam et Rami, comment vous en avez entendu parler et comment vous avez décidé d'écrire sur eux, en fait. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Je suis désolé, je ne peux pas parler français couramment et alors je vais parler en anglais. Mais I will... I'm going to learn some more French this summer, and I'm going to come over to France sometime in September, and maybe I will see everybody there, and maybe I will discover my new novel. But I will tell you, yes, about my entryway into Apeirogon. Caroline? Déjà, merci pour cette magnifique introduction. Je suis désolée de ne pas parler davantage en français, mais je suis bien résolue cet été à m'entraîner davantage, peut-être à venir et vous voir tous. Et peut-être aussi, à cette occasion, trouver l'idée de mon prochain roman ou peaufiner l'idée de mon prochain roman. Oui, yeah, please. Please. So what happened? I run an organization called Narrative 4, which brings young people around the world together to tell stories to one another. We decided that we were going to go to Israel and Palestine and to look at the Middle East to see if maybe we could bring some of our programs there. I went for 2 weeks back in 2015. And it was an incredible 2 weeks. I met all sorts of people from all sorts of sides, and you know, and my heart was sort of blown open by all of these people. But on the second to last day, it was cold, it was rainy, it was November. It was in a town called Beit Jala, just outside Jerusalem. I walked up this rickety staircase into this room where sat two very ordinary men, and you know, I got myself prepared to hear their story. I knew nothing about them. Within half an hour, I was weeping my eyes out, and I knew I was changed. I was changed by the force of the story that they told me. And the story that they told me was how they had lost their daughters. And I walked away that day thinking, you know, I could never write this. But the more when I came back to New York, and the more I thought about it, it seemed like the story was designed for me. And it was a dangerous story to enter into, and a beautiful story to enter into. So I took the next few years in order to do it, and I feel privileged that they allowed me access into their lives. Caroline?
Sure. Comment est-ce que j'ai rencontré Bassam et Rami? C'est à l'occasion d'un voyage avec l'association que Anne avait évoquée, qui s'appelle Narrative for, qui est donc une association que Colombe a montée avec l'idée de faire se rencontrer des enfants ou des adolescents, des jeunes personnes, et leur faire se raconter des histoires pour se mettre l'un à la place de l'autre. Cette fois-ci, l'idée, c'était de partir en Israël et Palestine pour aller voir sur place comment ça pouvait se passer et mettre en place le programme. Ça a duré pendant 2 semaines en 2015 et ils ont rencontré plein de monde, il s'est passé beaucoup de choses et 2 jours avant la fin du programme, par une journée qui était froide, qui était pluvieuse et qui était un peu triste de novembre, alors que Colombe ne s'attendait pas à grand-chose, enfin, elle n'était pas préparée en tout cas à la rencontre qu'il allait faire. Il s'est retrouvé dans une pièce avec 2 hommes qui n'avaient a priori rien d'extraordinaire et 1/2 heure plus tard, il était en larmes à écouter leurs histoires. Il avait compris que ces 2 hommes avaient vécu la même chose, qu'ils avaient tous les 2 perdu une fille et c'est une histoire qui est restée longtemps dans sa tête. Il s'est dit: «Je pourrais jamais écrire dessus». Et en même temps, c'est une histoire qui revenait systématiquement en disant: «C'est une histoire dangereuse, mais aussi c'est une histoire magnifique». Et en rentrant à New York, il s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il en fasse quelque chose. Et c'est le point de départ d'Aperogon. Colombe, if you could just like shorten it a tiny bit Oui, oui, because yeah. of course. No, I mean, just to give me a time to write and Of course. if we could just adjust to like Yeah. 2/3 of what you said, that would Perfect. be great. Thank you. Donc, moi, c'est alors, du coup, ce qui nous intrigue un petit peu par rapport à eux, donc c'est voilà, on sait maintenant comment vous les avez rencontrés, on a compris qu'ils ont donné leur accord pour raconter leur histoire, et donc, a priori, pour qu'il y ait un livre, je suppose, en tout cas, c'est vrai que ce qui nous intriguerait, ce serait de savoir quel est le rapport, en fait, de Bassam et Rami et du livre, à savoir, justement, est-ce qu'ils ont suivi le projet? Est-ce qu'ils ont été vraiment partie prenante d'une certaine manière? Est-ce qu'ils ont lu le livre? Et si oui, quelle a été leur réaction, en fait? Did you get everything or do you need me? Caroline, yeah. Okay, so we got how you got to meet Bassam and Rami, but so did they already agree? I mean, did they instantly agree to for you to tell their story? What is your relationship with them? Did they follow you through the whole process? And have they read the book? And what is their reaction? Yeah, good question. They immediately agreed, Anne. Immediately agreed, and I said to them, "But hold on a second. Are you a little? Are you sure? Because I'm a novelist. You know, I am a journalist, yes, and I have great respect for journalism, and but I am ultimately a novelist." And they said yes. Caroline. Pardon, ils ont immédiatement accepté. Colombe leur a dit: «Mais êtes-vous sûr de ça? Parce que je suis romancier. Je suis aussi journaliste, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes, mais au bout du bout, je suis romancier». Et là, ils ont dit oui. And then I went across numerous times. I was probably there 10 times. I walked through the checkpoints with Bassam. I got on the motorbike with Rami. I had dinner in their houses. I walked with them in the hills. I met their families. They told me things that they'd never told anybody before, and we became the best of friends. Et là, ça a été donc une succession de rencontres. J'ai fait tout avec eux. J'ai passé les checkpoints avec Bassam. J'ai fait de la moto avec Rami. J'ai fait des dîners avec eux. J'ai rencontré leur famille. On a discuté. Ils m'ont dit des choses qu'ils avaient certainement jamais dites à personne. But they still gave me artistic freedom. They allowed me to do what it is that I wanted to do. And I told them, you know, I'm going to change some things, and I'm going to write an unusual novel, because I wanted to shatter the conventional narrative that you get with Israeli and Palestinian things. And I wanted to write a different sort of book. I think they were surprised when they saw it. They ended up, they told me that they were reading it. I sent it to them in sections, but they weren't reading it. They read little bits and pieces.
It wasn't until it came out that Rami was getting on a flight from Israel, from Tel Aviv to New York to help me celebrate the book publication, that he actually sat down and read it all, and he adored it. Bassam waited until quite recently when he got the Arabic translation, which is a big triumph for me. He got the Arabic translation and he adored it, and really we're linked together, and it's probably the book that I will live with for all my life. Some books you have and you live with them for a couple of years, but this book I will live with for all my life. Bassam et Rami m'ont donné une liberté artistique complète. Ils m'ont donné vraiment carte blanche. Je les ai prévenus que j'allais changer des choses. Je les ai prévenus aussi que je voulais donner une structure vraiment originale à ce livre et dépasser le simple, enfin pas le simple, mais dépasser leur histoire. Ils ont été surpris. Ils m'ont dit qu'ils étaient en train de le lire parce que Colom envoyait des différentes parties du livre. Ils m'ont dit qu'ils étaient en train de le lire et en fait, ils ne le lisaient pas. Et il a su après que Rami, il avait lu, il a pris un avion de Tel Aviv pour venir à New York. Et il a lu à ce moment-là à l'occasion de la parution du livre. Bassam, lui, a attendu la traduction en arabe pour le lire, traduction en arabe qui a rendu Colom particulièrement heureux. Tous les deux ont adoré le livre et ça a donné une sensation d'être liés à jamais. Et de toute façon, pour Colom, ce livre, c'est le livre avec lequel il vivra à jamais. Il y a des livres tous les livres sont importants, mais celui-là vraiment a une place particulière et restera certainement le plus cher à son cœur. Merci. Alors moi, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose qu'a dit Colom, justement. C'est, il commençait un peu à l'exprimer, mais c'est alors pourquoi avoir fait ce choix du roman, justement, pour parler de faits réels. On aurait pu imaginer effectivement un documentaire ou une interview ou quelque chose. Donc pourquoi ce choix du roman ? Qu'est-ce que ça apporte ? Pourquoi ce parti pris ? Et aussi, quelque part, la question qui en découle, c'est est-ce que c'est pas plus compliqué d'écrire sur des personnes réelles, d'écrire un roman sur des personnes réelles, mais en plus qui sont encore en vie par rapport à écrire un roman de pure fiction, en fait. Yeah, and this is a complicated and wonderful question, and I think it's the question of our times. Why did I choose to write a novel when I could have written, a non-fiction account? And in fact, because I wanted to get beyond the facts, and I wanted to get into the hearts of the men. Facts, I think, can be mercenary things. You can use them in certain ways. But much more interesting to me is what happens between the ears, what happens in the head, what happens in the brain, and what happens in the heart. And so I wanted to use fiction to achieve that. Caroline? C'est une question qui est compliquée, mais c'est aussi une question qui répond vraiment à des questionnements de notre époque. Je me suis demandé pourquoi je faisais un roman et pas une non-fiction. Et la réponse, c'est que je voulais aller au-delà des faits. Les faits peuvent avoir un aspect mercenaire. On peut les utiliser de différentes manières. Moi, je voulais vraiment m'attacher à ce qui se passe entre les oreilles, dans la tête, dans le cerveau, mais surtout exprimer ce qu'il y avait dans le cœur. Yes, and the thing about it is, the reason I say it's the question of the moment is because we're all talking about this post-truth era, fake news and all of this sort of thing. But ultimately, the thing we can't fake are the issues of the human heart. And so this then is the place where you can get in, and as a novelist, you can explore that territory. By the way, I didn't change all that much about Rami and Bassam. There are small details that I changed, but mostly it was a freedom for me as a writer to get in and to explore in the deepest possible way.
Pour revenir sur l'idée que c'est vraiment une question qui colle à l'époque, on est dans une époque où on questionne beaucoup la vérité. Il y a eu toutes les fake news, l'ère de Trump qui a beaucoup favorisé ça. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas, par rapport aux fake news, il y a quelque chose qu'on ne peut pas rendre fake, c'est le cœur humain. En tant que romancier ou qu'écrivain, c'est le territoire qu'on peut explorer. Et au passage, j'ai pas changé grand-chose à l'histoire de Bassam et Rami. Il y a à peine quelques petites modifications, mais l'histoire est vraiment la leur. En revanche, je me suis donné une liberté d'écrire le roman que je voulais. Et alors du coup, est-ce que écrire ce roman sur Bassam et Rami notamment, est-ce que c'est plus difficile que les autres romans que vous avez eu à écrire qui étaient de la pure fiction? Est-ce que c'est plus difficile d'écrire sur des personnes qui existent et en plus qui sont encore en vie? Est-ce que voilà, c'est un roman plus compliqué à écrire que les précédents finalement? I'm not sure. I'm going to say that I don't know. Is it more difficult or is it not? I mean, when I create characters out of thin air, if you will, pure fictional characters, they are as real to me as the 7 billion people who are out there in the world right now. And I have a responsibility to my fictional characters. But I think you have your finger on something quite important in that these men are living and their stories are powerful and they weren't really public figures. So when I wrote about Rudolf Nureyev in Dancer, it was easier because Rudolf Nureyev can look after himself. But with Rami and Bassam, if I got it wrong, it would be troubling for me. I wanted to get it as correct as possible. So there was a responsibility for me in writing this to intersect the joys of fiction with the joys also of the real world. And so ultimately, even though I said, I have responsibility to my fictional characters, this was a more difficult thing. And I wanted to make sure that I got it right. Je suis pas sûre que c'était plus difficile, parce que, quand je crée des personnages, ils sont aussi réels pour moi que peuvent l'être des vraies personnes comme, peuvent l'être, un des 7 milliards d'habitants, du monde. Ils sont aussi importants à mes yeux et j'estime avoir une responsabilité aussi importante, envers eux. Néanmoins, par exemple, quand j'ai écrit sur Nureyev, donc dans Danseur, finalement, Nureyev, c'est un personnage qui existe de lui-même et en quelque sorte, il peut se défendre, il peut prendre sa part. Alors que pour Bassam et Rami, je me suis sentie une vraie responsabilité. C'est un privilège pour moi de pouvoir mêler les joies de la fiction et les joies de la vie réelle. Mais néanmoins, ça pouvait aussi être difficile pour eux et leur apporter ça pouvait être troublant pour eux et c'est en ça que réside ma responsabilité. Et apparemment, vu qu'ils ont adoré le livre, ça a finalement, le fait de découvrir ce livre, parce qu'ils auraient pu au départ accepter et finalement, au moment de la lecture, au moment de la sortie du livre, que ce soit compliqué pour eux ou que ce soit plus violent que ce qu'ils imaginaient. Mais a priori, ça n'a pas été si perturbant que ça pour eux, en fait. Did you get Caroline, it? yeah. So back to Bassam and Rami, they loved the book, but there could have been a possibility that they were happy at first with the idea and then feeling that the book might be violent to them and then kind of backing off. But apparently they were not so disturbed by the content of the book and were happy in the end. You know what they said to me? Is they said to me, the worst thing that could happen to us has already happened to us. It happened to us in 1997. It happened to us in 2007. We lost our daughters. So even if you get the story wrong, it's not going to be the worst thing in the world. What we really want for you is to get the essence of our story. And what we're trying to say is we need to know one another.
We need to reach out to one another. We don't have to love one another. We don't even have to like one another. We don't have to live with one another, but we need to try to understand where one another is coming from. Because if we don't know each other above ground, we will end up knowing each other 6 feet below ground. Vous savez ce qu'ils m'ont dit, Bassam et Rami, le pire, de toute façon, on l'a déjà vécu. C'est arrivé pour l'un en 1997, pour l'autre en 2007. Ils ont vécu le pire puisqu'ils ont chacun perdu une fille. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était que, avec ce livre, Colombe puisse aller à l'essence de ce qu'ils vivent actuellement et de restituer aussi leur idée qui est qu'il faut apprendre à se connaître, qu'il faut apprendre à discuter, qu'il faut apprendre à s'entendre. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé de se trouver même sympathique. En revanche, on doit faire l'effort de se comprendre et de comprendre d'où vient l'autre et quelle est son histoire. Et c'est vraiment ça qui a fait aussi qu'ils ont adhéré à ce point au livre. Alors, c'est vrai qu'on parlait du coup du choix de la forme du roman, mais enfin le choix du roman déjà lui-même, mais alors en plus effectivement ce roman a une forme et une structure particulière qui est donc ça y est on y revient l'apérogon. Donc je propose peut-être que ce soit Colombe qui nous explique pourquoi apérogon. Well, apérogon. You know, sometimes I talk to lots of people and they said, well, maybe apérogon is not the best title in the beginning, but it will be the best title in the end. And I always felt that, you know, it's very risky to call a book, you know, a word that nobody knows, but it's such a beautiful word. It's a shape with a countably infinite number of sides that it sort of involves all of us. And it felt like the book, I actually got the title almost before I started writing the book. I had a hard time, and some people, you know, said that I should change it and so on, but I'm so happy. And I think my publishers in France, in particular, to be brave enough to call it apérogon, in you know, even in a foreign language, was amazing to me. Because you could have called it, you know, the infinity or whatever else, something, you know, Borgesian from. But no, they stuck with me, and I think I hope it's a word that will enter the language. We're all part of Rami and Bassam's story, but even more so, we're all part of Abir and Smadar's story. Every single one of us. Donc oui, pour ce titre d'Apérogon, qui est peut-être pas forcément le meilleur titre quand on commence le livre, mais qui à la fin se révèle être le meilleur titre, c'était risqué d'utiliser un mot que finalement personne ne connaît. C'est un très beau mot. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme géométrique au nombre infini de facettes. Colombe avait presque le titre avant d'avoir le livre, avant d'avoir l'idée du livre. Et il y a beaucoup de gens qui lui ont dit que c'était peut-être pas forcément le meilleur titre, que ça allait pas forcément être un titre très vendeur pour ce livre-là, mais maintenant il peut remercier tous ses éditeurs, y compris les éditeurs étrangers qui l'ont gardé même dans une langue étrangère, parce que pour lui vraiment c'est un mot qui symbolise le fait qu'on soit tous reliés. C'est l'histoire de Bassam et Rami, mais c'est aussi l'histoire de leur fille, et c'est vraiment l'idée qu'on est tous aussi inclus dans ces histoires et qu'on représente tous donc une facette de ce nombre infini. Et c'est oui, à la fin, c'est le meilleur titre possible. Donc du coup, comme on disait, ça se traduit aussi dans le livre, voilà, par cette forme qui est au départ un peu déroutante, donc de paragraphes numérotés, certains qui vont être très, très courts, en fait, parfois c'est une phrase, donc c'est très percutant, des fois un paragraphe, en tout cas un chiffre, un chapitre d'une certaine manière peut être beaucoup plus long et durer quelques pages, mais même cette différence de rythme, elle a du sens, mais il y a aussi donc les variations de thèmes, hein, comme on disait, donc évidemment Bassam et Rami et leurs filles sont vraiment au cœur du livre, mais on a, comme on disait, des espèces de digressions qui sont des anecdotes historiques, des anecdotes ornithologiques, qui ne font finalement que répondre
à cette histoire et nous montrer effectivement le côté universel, le côté profondément humain aussi de ce livre. C'est que c'est l'apérogon, on ne fera jamais le tour. En fait, il y aurait de toute façon sur tout ça tellement à dire. Mais du coup, on est vraiment, une fois qu'on est installé dans ce livre, on est vraiment emporté dans toutes ces directions qui ont toutes autant de sens. Et si vous voulez, je trouve que le fait qu'on ait ces digressions-là, ça renforce encore le propos par rapport à notre histoire qui est au cœur de l'intrigue. Et en fait, ça ne fait que donner encore plus de force et d'écho, en fait. Et alors moi, je voudrais bien revenir sur le fait que la construction donc, de ces paragraphes numérotés dont je vous parlais, en fait, ils sont numérotés d'abord de 1 à 500, puis on passe de 500 à 1001 tout de suite, et après, on va avoir un espèce de compte à rebours, enfin, on va avoir une numérotation pour le coup qui va être décroissante de 500 à 1. Donc, pour les 1001, on imagine à peu près quelle est la référence, mais est-ce que Colombe veut bien nous expliquer du coup pourquoi cette numérotation et quel est le sens que lui y met en fait? I think I got most of that, Caroline, but do you want to do just while you're preparing that, Caroline, can I just say one thing? Samuel Beckett said, very interesting, Samuel Beckett said, it is the job of the artist now to find a form that accommodates the mess. Wow. The mess, right? Not the myth. The mess. Mess, ok. Samuel Beckett dit cette phrase, c'est le travail de l'écrivain de trouver une forme qui donne du sens à ce bordel. Mais Bordel, c'est ça. C'est ça. I think I got the question. I will tell you this. There was one day when I was writing. I knew I wanted to write a fractured narrative, right? And I thought maybe 100 stories, maybe 365, whatever. And then there was one day it just hit me. It's so simple. Rami and Bassam were telling the stories of their daughters in order to keep the girls alive. I was like, that's like Scheherazade. She keeps herself alive by telling stories. And then it was so obvious to me that it had to become 1001, what I call cantos. J'ai toujours voulu, je voulais de toute façon faire un livre qui soit à la structure éclatée. J'avais des tas d'idées, j'ai essayé avec 100, j'ai essayé avec 365 fractures. Et un jour, ça m'a complètement frappée. Je me suis dit, mais en fait, c'est très simple. Bassam et Rami parlent de leurs filles avec en tête l'idée de les garder en vie. Et c'est exactement ce que faisait Scheherazade, puisqu'elle racontait des histoires pour rester en vie. Et c'est là que le 1001, pour les 1001 nuits, s'est imposé. Colm, just to go back to what Anne was saying, she also questioned the fact that the numbers are, you go from 1 to 500 and then 5 to 1001 and then 500 to 1. So what is the meaning also of the upside down pagination? Well, it goes from 1 to 500 and then stops and then comes down. In fact, I wanted to write a novel that could be read backwards as well, but there is a chronological thrust in the novel but it can be read backwards. And I almost wanted to create a sort of pyramid where you go up, and then you get to the middle of the story, which tells the whole story, and then comes down again. And really, there's not a whole lot that happens in this book. An Israeli man gets up in the morning in Jerusalem. He drives to Beit Jala. He tells a story with his friend, a Palestinian man, who drives home from Beit Jala to Jericho and goes to bed after watering his garden. Inside all of that, everything happens. I was interested in the mathematics of things, and it just seemed right to go from 1 to 500 and back down again. So the beginning and the end come together. It's like Borges in certain ways. Everything comes back to an original point. And in fact, the novel begins
it begins with the phrase, forgive my French, les collines de Jerusalem sont un bain de brume. The hills of Jerusalem are a bath of fog. And then it ends with the phrase, les collines de Jericho sont un bain d'obscurité. And so all of this sort of comes together. And so form, rhythm, structure was incredibly important to me. Au départ, je voulais écrire un livre qui pouvait se lire à l'envers aussi, commencer et le relire à l'envers, avec peut-être aussi une idée de pyramide, c'est que l'histoire montrait, on arriverait au cœur et ensuite on redescendrait dans le livre. Quand on réfléchit bien à ce livre-là, en fait, il ne se passe pas énormément de choses dedans. On peut résumer ça à un homme israélien se lève le matin, prend sa moto, se rend à Beit Jala, va retrouver un ami qui, lui, vient de Beit Jala pour aller ensuite à Jéricho. Ils se couchent tous les deux, ils parlent et tous les deux se couchent le soir. Et pourtant, au-delà de cette histoire très très simple, il se passe tout. Tout arrive à l'intérieur de ça. Et donc, il paraissait juste et dans l'ordre des choses de respecter de faire une structure qui respecte cette idée. Il y a un côté un peu Borges dans l'approche. Et en fait, tout vient, la boucle se boucle, puisque le livre commence avec don't have the first phrase. Is it like in Jerusalem, it's a sea of broom? No, The hills of Jerusalem yes. are a bath of fog, and then the hills of Jericho are a bath of dark. Yes. Le livre commence avec les collines de Jérusalem sont un bain de brume et le livre finit avec les collines de Jéricho sont un bain d'obscurité. Et du coup, c'était vraiment pour respecter le rythme et la structure de ce livre qu'il a choisi cette forme. Alors, moi, je voudrais bien juste revenir pour donner des exemples en fait aux personnes qui n'auraient pas encore lu Apeirogon, parce que c'est pas forcément évident de se représenter en fait vraiment les choses. Donc, j'ai choisi en fait de vous lire deux citations d'une de ces fameuses digressions entre guillemets d'un paragraphe qui va partir justement dans une autre direction et ne pas nous parler de Bassam et Rami, pour que vous puissiez voir le type d'anecdote qui est ajouté pour symboliquement renforcer le propos en fait. Donc, je vous en ai choisi une justement autour des oiseaux parce que comme on disait, c'est un symbole fort et ça revient énormément dans le livre. Alors, on dit de certains oiseaux qu'ils dorment en plein vol. Ils font cela par plage de 10 secondes, en général après la tombée de la nuit. Ils sont capables d'éteindre un côté de leur cerveau pour se reposer, tandis que l'autre côté maintient son état de vigilance rythmique afin de ne pas percuter un camarade en vol et de guetter les prédateurs. Et j'ai un autre exemple, alors cette fois-ci, que je trouve, vous voyez, c'est ce type de phrase, comme on disait, qui est à la fois très courte, très percutante, qui est un exemple de l'histoire avec un grand H qui n'a rien à voir avec Bassam et Rami, et pourtant, le cœur en plutonium de la bombe sur Nagasaki avait la taille d'une pierre qu'on peut lancer. En plus, rien que les sonorités, vous voyez, c'est une musique en fait aussi. Et on voit donc que ce soit des paragraphes plus ou moins longs qui viennent s'intercaler, à quel point ils répondent en fait aussi symboliquement à tout le reste. Et comme disait Colum, tout est relié finalement en fait. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. Alors justement, je continue un peu sur ces idées de citation parce que je crois que pour vous rendiez compte en fait de la force d'Apeirogon, il vous faut pouvoir entendre aussi ces mots en fait, ces phrases, parce que c'est là aussi qu'on se rend compte d'à quel point c'est fort. Et alors là, j'ai pensé à deux phrases particulièrement qui m'ont un peu bouleversée, et après j'aurais des questions à poser à Colum sur justement par rapport à ces phrases. Donc, on a peut-être la déception est-elle mon destin, et alors je l'embrasserai tellement fort que je la tuerai.
Et une autre phrase aussi, vous voyez comme c'est intense. La deuxième phrase que j'ai choisie, c'est « Parfois, j'ai l'impression qu'on essaye de prendre l'eau de l'océan avec une petite cuillère, mais la paix est une réalité, question de temps. » Donc, moi, ma question, en fait, c'est tout simplement, est-ce que c'était une nécessité pour vous, Colum, de parler du conflit, de parler de la guerre, finalement, mais tout en étant déjà sans prendre parti et en étant résolument tourné vers la paix et vers l'espoir, quand même. Caroline, do you want to give me the end of that? Yes. How important was it for you to talk about this conflict and talk about war without picking sides and with the idea of peace that was possible in your mind? Yeah, it's a beautiful question. I also noticed that in the chat box, there's a lovely question from, is it necessary to lose a child, become deeply involved in peace actions and peaceful interaction with people who are wrongly supposed to be the enemies? I mean, it's not necessary to lose a child. I mean, in so many ways, the job of literature is to confront the heartbreak of the world. But it's also the job of literature not to tell us how we should feel, but to allow us to feel. So I did not want to be didactic in this book. I wanted you, the reader, to come in and to feel the pain, but not necessarily to have to experience it. And I think this is one of the radical things about literature, is that it allows us to feel without necessarily having to physically suffer. Pour moi, c'est le travail de la littérature, d'affronter le heartbreak, Le cœur brisé du monde. La douleur du monde. Avec la littérature, on ne va pas dire comment il faut penser ou comment il faut ressentir. En revanche, la littérature nous permet de ressentir. Et pour revenir à une question qui a été posée donc, dans le chat, qui disait, pour la faire très rapide, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir perdu un enfant pour vouloir s'impliquer? Non, il n'est pas nécessaire et ça peut être le travail de la littérature de présenter cette douleur, de nous permettre de la ressentir, d'avoir une expérience assez radicale. En tout cas, que la littérature ait cette approche radicale de permettre de ressentir pour pouvoir aussi donner de l'espoir et donner l'idée que la paix est possible. C'est aussi ce qui fait ce qu'on disait sur l'humanité et le côté lumineux des livres de Colum McCann, en fait, c'est de réussir à nous parler de quelque chose qui est terrible, mais d'y mettre quelque chose de profondément lumineux, profondément tourné. Déjà, le choix même de nous parler de Bassam et Rami, qui sont quand même des personnes qui luttent pour la paix, c'est déjà quelque chose de très fort. Et ce qui est très intéressant en plus, c'est que ce sont des personnes qui ont leurs failles et qui ont fait partie d'un système et qui n'ont pas toujours été partisans de la paix, justement. Et sur ça, je vais vous lire des extraits pour que vous puissiez vous en rendre compte. On a à un moment, justement, Rami qui va nous dire un petit peu quel était son point de vue par le passé, en fait, dans quoi il était un peu, dans quel système il était un peu emprisonné d'une certaine manière. Et il nous dit, en parlant donc des Arabes, et s'ils étaient autre chose que des objets, c'était des objets qu'il fallait craindre, car si vous ne les craignez pas, ils deviendraient de véritables personnes. Et nous ne voulions pas qu'ils soient de véritables personnes, ce n'était pas dans nos cordes. Un vrai Palestinien était un homme qui vivait sur la face obscure de la lune. Telle est ma honte, je le perçois comme ma honte. Aujourd'hui, je le sais, à l'époque, je ne le savais pas. Et on a plusieurs extraits comme ça où il revient sur cette idée un petit peu quelques pages plus tard et il nous dit « C'était la première fois que je rencontrais des Palestiniens en tant qu'êtres humains, pas simplement des ouvriers.
dans la rue des caricatures dans les journaux, des créatures transparentes, des terroristes, des objets, mais comment dire, des êtres humains, je n'en reviens pas de dire ça, ça paraît si terrible, mais ça a été une révélation. Oui, des êtres humains qui portent le même fardeau que le mien, des gens qui souffrent exactement comme je souffre. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est le choix aussi de ces personnages qui portent la paix, mais où ça n'a pas toujours été le cas. Et j'ai l'impression que le but, c'était de nous parler, donc à confirmer de la part de Colum, mais j'ai l'impression que le but, c'était de nous montrer aussi à quel point ils étaient dans un système et dans un aveuglement, en fait, qui est probablement celui de ce contexte-là. Et donc, j'ai l'impression voilà, que Colum McCann voulait nous parler de quand on est pris dans ce système-là, quand on est pris dans la guerre, finalement, à quel point on est aveuglé et à quel point on rentre dans des choses où on déshumanise complètement l'autre, mais où on s'en rend même plus compte. Est-ce que c'était justement le but un peu d'avoir souligné ça en fait de la part des personnages, de dire on n'a pas toujours porté la paix, des fois ça a été, des fois on a été terrible aussi d'une certaine manière nous-mêmes. Caroline? Yes. Okay, to sum up the beginning of Anne's saying, the choice of Bassam and Rami, we can see them fighting for peace, but we also see them with flaws and being part of a system that was anti-peace. Then she read this extracts where, you know, that Palestinian people were not like human people. So the fact that you picked those two people, is it also to describe a system that blinds the people to the point that they can be militant for war, or at least that leads them to dishumanize the other side? Was it really something that we were conscious about? Yes, I was acutely conscious of this. You know, and there are so many systems in place that want to make us fear one another, because fear makes money, fear takes land, fear, you know, the way for a certain elite, you know, political system to govern people is that you govern through fear. It's what you saw with Donald Trump. He wanted people to be scared of one another. That made his job easier. The beauty of Rami and Bassam is that they decided not to be scared of one another. And they say to us that we have to actually, you know, make the more difficult decision, because it's so simple. It's simple to hate. It's very, very, very much more complicated to understand, and even more complicated to love one another. So yes, I was very conscious that these two men were saying, we're talking to the world in this way. And that's why I believe that they are powerful. I think that what they have, the message that they have to say to the world is as powerful as, say, Arundhati Roy or John Hume or Senator Mitchell in Northern Ireland, or even Gandhi or Martin Luther King. I do think that what they are proposing is simple on one level and profoundly difficult on another level. And yes, they are brave, they're courageous, because they're going against the simplicity. The disease of our day is simplicity or oversimplification. C'était vraiment un choix délibéré un choix délibéré de prendre ces personnages-là et d'explorer surtout des systèmes qui sont basés sur la peur, parce que la peur, c'est ce qui fait de l'argent, c'est ce qui vole les terres, c'est ce que les élites ou les systèmes politiques utilisent pour asservir les peuples. Il suffit de penser à Trump, par exemple, et qui jouait sur les peurs. Bassam et Rami, eux, ils ont un jour décidé de ne plus avoir peur. Et c'est en fait aller au-delà
de ce qui est très simple. C'est plus simple de détester ou de haïr que, et c'est beaucoup plus compliqué de comprendre et peut-être même d'aimer. Bassam et Rami, pour moi, ils sont courageux, mais ils sont aussi incroyablement puissants. Ils sont du même ordre que des gens comme Arundhati Roy, certains auteurs, mais aussi presque que Gandhi ou Martin Luther King. Ils font preuve ils font preuve d'une immense simplicité et en même temps d'une très profonde complexité, puisqu'ils sont courageux au point de ne pas aller à la simplicité. La simplicité qui serait donc de céder à la peur et de vivre dans la peur. Alors là, on parlait finalement, avec toutes ces citations, avec toutes ces idées, on parlait de tout ce qu'il peut y avoir de profondément philosophique aussi dans ce livre, en fait, de tous les messages qui peuvent être transmis, donc que ce soit des réflexions par rapport à la paix, par rapport à la guerre, par rapport à l'empathie ou par rapport à l'aveuglement. Enfin, toutes ces idées-là, ça fait vraiment partie de tout ce qu'il y a de profondément philosophique et humain dans ce livre. Et je me demandais si l'apeirogon, en fait, qui est donc cette figure de l'infini, en fait, est-ce que pour vous, Colum, c'est un symbole, enfin, est-ce que c'est un symbole de l'infini du conflit déjà, de à quel point on ne peut pas en faire le tour, de à quel point on n'en voit pas la fin, et donc l'infini du conflit, mais aussi l'infini de la vie, de Dieu, de potentiellement de l'espoir aussi, enfin un peu de tout ça, en fait. Est-ce que c'est une image de tout ça, en fait, tout ce qui est infini comme ça chez les humains, en fait? Caroline? Yeah, that's a tough one. There is a lot of philosophical messages in your book, messages about peace, about war, about empathy. Thank you. But also about systems and about war. Sorry, I already said that. What about the apeirogon? For you, it's the figure of the infinite. Is it infinite? Sorry. Is it about the conflict, about Israel-Palestine conflict, but is it also about the infinity of life, of God, of hope? What is this symbol for you, and what is the image for you of infinity? That's a beautiful question, and a difficult one to answer. I think that there is no end. That this stuff will keep on happening. I'm not, Gramsci, the social scientist, says, I am a pessimist of reality and an optimist of the will. In other words, the world is dark, but we must still be forced to hope. And I find, it possible. I'll stop there and then I'll continue, Caroline. Thank you. En fait, il n'y a pas de fin. Tout ça continuera à arriver. Sorry, I didn't get the name of the... Gramsci. Gramsci, he's Italian. Okay. But don't worry about him. D'accord. Donc, on est, pour citer Gramsci, un auteur italien, qui disait qu'il est pessimiste sur la réalité, mais optimiste sur la volonté. Oh, sorry, I lost the end. And I kind of look at myself as a pes-optimist. How do you want me to translate that? I don't know. You're doing a brilliant job, by the way. You're doing a brilliant job. Oh, thank you. Donc, Colum se présente comme un pessi-optimiste, opti-pessimiste. Yeah. But here's the thing about war, in particular, and we could talk about your question. We could talk endlessly. It is an apeirogonal question, but the thing about war, and that's surprising. I will tell you that I grew up in Ireland, and I saw war as a young boy, and my mother saw war, and my family saw war, and amazingly, in 1998, the great story of the Irish century, anyway. We had a peace agreement.
it has lasted now 23 years. It's shaky, but it has lasted. So after 800 years, there was the possibility of peace. Amazing. Rami and Bassam will both tell you that you know, one of the strangest things that one can imagine is that after 1945, there is an Israeli embassy in Berlin and there's a German embassy in Tel Aviv. Who could have thought that could happen? Peace comes almost inevitably, but unfortunately, it comes almost as inevitably as war too. Sorry, Caroline. Il y a quelque chose de surprenant dans la guerre. Colombe a grandi en Irlande, un pays qui a été en guerre. Sa famille a connu la guerre, sa mère a connu la guerre, son père a connu la guerre, lui-même a connu la guerre. Et il s'est produit un miracle en 1998, puisqu'il y a eu les accords de paix. Et ça tient. Depuis 23 ans maintenant, ça tient. Ça tangue parfois. C'est pas toujours facile, mais ça tient. Et en fait, si Bassam et Rami avaient quelque chose à vous dire, c'est des choses très surprenantes. En 1945, il y avait une ambassade d'Israël à Berlin et il y avait une ambassade d'Allemagne à Tel Aviv. And I'm not naive, but I do believe in the possibility of hope, and I'm prepared to risk myself. With this book, I sort of risked, I suppose I risked humiliation in certain ways, because and Rami and Bassam do it every single day of their lives. I like that sort of bravery, and I think it comes about in literature. And that's why I want to thank everybody who's out there, and I know we've had a tough year. As booksellers, as book writers, and so on. But the thing about it is, the thing that they will never take from us, they will never, ever, ever take from us, they will never take from us our stories. They can take away a lot of other things. They can take away our bookshops, they can take away our houses, they can take away our books, our pens, our typewriters, but they will never, ever, ever take away our stories. Je ne suis pas naïf, je ne pense pas être naïf, mais il y a une chose en laquelle je crois, c'est la possibilité de l'espoir. Il faut prendre des risques, il faut être courageux, et je pense qu'on l'a tous été. On a vécu une année difficile, on a les librairies étaient fermées, on n'a vu personne, et pourtant, il y a une chose qu'on nous ôtera jamais. On peut nous ôter les livres, on peut nous ôter beaucoup de choses, mais on nous ôtera jamais nos histoires. Et c'est vraiment en ça que je veux croire ce soir. Et remercier au passage tous ceux qui sont venus et qui ont découvert le livre. Alors justement, en parlant à la fois des libraires et des personnes qui ont découvert le livre, c'est une introduction parfaite aux questions dont je voulais parler sur sur la parution et la vie du livre, et surtout sur la réception entre guillemets du livre, c'est-à-dire, en gros, est-ce que vous êtes satisfait de l'accueil du public? Est-ce que vous êtes heureux de comment le livre a été accueilli, que ce soit par tout le monde, hein, que ce soit les libraires, les lecteurs, peu importe en tout cas, mais voilà, est-ce que vous êtes heureux de comment le livre a été reçu et de l'accueil qu'il a reçu en fait? Caroline? Speaking about the life of the book, sorry, of A Paragon, are you satisfied of the way it was received, both by booksellers, by readers? How is your perception of that? I mean, I have to say that I'm not just playing to the choir. I love talking with French journalists and French readers. Somehow they seem to understand me in a profound way. I think the book has been beautifully received, especially in France. I don't know why that is. I mean, I have certain reasons behind it, but I have great respect for it, and I am very, very, very happy with what has happened, even despite having to bring out a book during the middle of the pandemic.
J'ai toujours une relation un peu particulière avec les Français, avec les journalistes français, avec les lecteurs français. J'ai l'impression que parfois, ils me comprennent mieux. Je suis vraiment ravie de la réception. J'ai le plus grand respect pour les lecteurs et pour tous ceux qui ont fait que ce livre a pu paraître, et y compris dans une année qui était particulièrement difficile, donc en pleine pandémie, avec aussi la difficulté des librairies qui n'étaient pas forcément ouvertes, et donc il est ravi. And can I just tell you this? I mean, one of the things that I have been very disappointed by was that all my books were in Hebrew. All my previous books were in Hebrew. And this book was not in Hebrew, but it just after fighting for a long, long time, we found a publisher who is going to be brave enough to publish it. At the same time, the other thing that makes me incredibly proud, is that there is an Arabic translation. And you know, that's the bravery of publishers too. And I think this book, I hope this book will have a long life. And I hope people get to read it. There's another question about the circulation of the books. I would like you know, Israelis and Palestinians to read it, but I didn't write it necessarily for Israelis and Palestinians. I wrote it for the rest of us who are sort of confused by the situation, but we know that there are good people at the core of it all. Sorry. Sorry, the very beginning, you meant an ebook? Un livre numérique. You didn't have ebook versions of your book? Hebrew. In Israeli, Hebrew language. Oh, Hebrew, sorry, I got so confused. Au début, j'étais très déçue parce qu'il n'y avait pas de traduction en hébreu du... Ah, Hebrew. Oui, j'avais pas compris au début. Ah oui, moi non plus. Il n'y avait pas de traduction en hébreu d'Apeirogon. Il a fallu du temps et finalement, ça y est, there is or there will be, right? Now we have to fight for it. Yeah. Ça a été une grande bataille, mais il y aura donc une traduction en hébreu. Une autre chose dont je suis vraiment, vraiment, vraiment fière, c'est la traduction en arabe du livre. J'espère vraiment que ce livre aura une longue, longue vie. Si je l'ai écrit, c'est pas que pour les lecteurs israéliens ou palestiniens, c'est vraiment pour nous tous qui cherchons des réponses, qui sommes parfois dans la confusion par rapport à toute cette situation. Et c'est pour rappeler qu'il existe des bonnes personnes qui sont pleines d'espoir. Alors, moi, j'espère aussi que ce livre aura une très longue vie. On en parlait, je suis convaincue. Je crois que c'est bon, voilà, ça commence à bien sentir, quoi. Mais oui, j'espère et je pense vraiment qu'il aura une très longue vie et que, en dehors du fait que c'est un livre magnifique et que c'est un vrai chef-d'œuvre, sur le plan humain, en fait, vraiment, il a une intelligence et une profondeur, en fait, une vraie intelligence du cœur qui fait il devrait presque être mis entre toutes les mains parce qu'il nous fait du bien et parce qu'il nous rappelle tellement à ce qu'on est, en fait, ce qu'on est profondément en tant qu'humain, en fait. Donc vraiment, oui, je lui souhaite une très, très longue vie et je suis vraiment très, très reconnaissante de faire partie de cette aventure et d'être là parce que réellement, c'est un auteur et c'est un livre qui le mérite particulièrement et je pourrais difficilement le dire à quel point. Moi, j'aimerais juste savoir, Colum, quel est pour vous le message justement, vu on va transmettre ce livre tous autant qu'on est, on va transmettre ce livre à un maximum de personnes, comme on dit, on espère bien voilà, qu'il va être découvert et toucher énormément de gens. Mais alors du coup, quel est le message principal, en fait, quel est le message central, le message principal d'Apeirogon et qu'est-ce que vous voulez que les personnes retiennent de ce livre? I think I understand the question. I think, I think the most important thing is not what I have to say, it's what you have to feel. And so I put down the world
in order that I think my reader is much more intelligent than I am. And when she or he, enters the book, they will find the message there for themselves. I think part of the problem with certain literature in the world today is it tries to tell us too much about what it actually is. And when really it should be allowing us to feel the complication of the world and to come up with the answers ourselves. And I think you've done that. And I know that from your questions, because your questions have been beautiful, and I really appreciate it. And that's also how I feel about French readers. Honestly, I think French readers, they somehow engage with a book on a deeper level than readers in other places do. And I love, that's what I love about coming to France. And I'll be here soon. I'll be there soon. Oh yeah. C'est pas ce que j'ai à dire du livre, c'est vraiment ce que vous devez ressentir. Je pars du principe que mes lecteurs sont beaucoup plus intelligents que moi et que c'est eux qui vont trouver le message dans le livre. Il y a actuellement un certain courant littéraire qui se sent obligé d'expliquer et de dire ce qu'il faut penser. Moi, je suis persuadée qu'il faut plutôt ressentir. Et je voudrais dire à mes lecteurs français que j'ai toujours trouvé qu'ils avaient une lecture particulièrement fine et qu'ils ressentaient davantage les choses dans mes livres et que je les aime particulièrement et que je serai bientôt ici et c'est pour ça aussi que j'aime tellement venir en France. One last thing, the painting. Somebody's asking about the painting. That's my wife's brother. And donc, il y a eu une question à propos de la peinture qui était derrière Colonne et c'est son beau-frère, le frère de son épouse, qui est l'auteur de ce tableau. And here's my dog. Et voilà son chien, Bella. dont on a appris qu'il s'appelle Bella. Okay. Anne et Colum, je crois qu'on peut vous dire un immense merci pour cette vraiment belle conversation, très généreuse, et vous avez tous les deux transmis votre générosité, mais votre passion aussi. C'était vraiment un plaisir de vous écouter. Alors, on est arrivé loin dans l'horaire, hein, mais c'est pas grave. Je pense que on était tous très heureux de vous écouter. Et je voulais remercier aussi infiniment Caroline, parce qu'elle nous a fait une très très belle traduction, sympathique et tellement juste. Vraiment, merci beaucoup, parce que ça a terminé de rendre cette rencontre vraiment vraiment magnifique. Voilà. Merci, c'est un plaisir de traduire quand c'est aussi joliment dit. Et je fais un petit clin d'œil aussi à Angélique, qui est là et qui a été notre nounou, puisqu'elle était co-animatrice et qui a été notre nounou aussi pour la préparation de cette rencontre. Et je redis, comme je l'ai déjà dit aux autres rencontres, qu'on ne remercie jamais assez tous les gens qui sont entre les extraordinaires auteurs et éditeurs, puis les libraires et les clients. Entre ces deux groupes de gens qui œuvrent pour les livres, il y a les représentants et les relations libraires, et qui mettent dans leur travail une passion assez intense. Merci beaucoup, Angélique, pour ta présence. Et moi, je voudrais juste saluer le traducteur. Je ne sais pas s'il aura l'occasion, mais le traducteur qui s'appelle donc Clément Baude, c'est la première fois qu'il traduisait Colum McCann en français. Et vraiment, je voulais signaler son nom parce que je crois qu'il a fait une vraie prouesse pour restituer les mots et le rythme et les phrases de Colum, et surtout avec une structure qui était aussi éclatée. Pour son baptême du feu, il a été gâté. Mais vraiment, il a fait un travail qui rend justice au livre. Le prix Libraire en scène touche bientôt à sa fin, hein, puisque, messieurs, dames, il va falloir voter d'ici la fin de la semaine. Et puis, d'ici là, rendez-vous dans vos 13 librairies indépendantes de l'association Libraire en scène.
Je rappelle aussi à ceux qui aiment lire en numérique que vos libraires indépendants peuvent vous vendre du livre numérique aussi. Donc, vous pouvez aller sur le site libraireenseine.fr. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi prochain, le 17. On va faire une petite pause de week-end où nous aurons rendez-vous avec Laurent Petit-Mangin, donc le 5e finaliste pour ce qu'il faut de nuit à la manufacture de livres. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous remercie encore infiniment. Anne et Camille. Un grand merci, vraiment. Très beau moment.